On va reprendre, donc c'est le débat 3, épargne de long terme et vieillissement démographique, avec Jérôme Glachan, donc professeur à l'Université d'Evry et chercheur associé à la chaire Transition démographique, comme discutant Laure Maillard, responsable des relations institutionnelles à la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, et avec un point de vue extérieur aux travaux qui ont été menés, donc Florence Legros, professeur à l'Université Paris-Dauphine et chercheur associé à la chaire. Voilà, donc merci beaucoup pour cette participation aujourd'hui. Alors le thème est épargne de long terme et vieillissement démographique, et c'est vrai qu'en reprenant les différents exposés que j'ai pu faire dans le cadre de ce séminaire et puis d'autres dans le cadre de la chaire, j'ai décidé aujourd'hui évidemment de parler de l'épargne de long terme et du vieillissement démographique, mais de conclure aussi sur la question de la réforme des retraites, parce que je pense que c'est vraiment un point important. Donc ça sera un peu la conclusion, peut-être que ce n'est pas celui sur lequel je vais passer le plus de temps, mais en tout cas ça me semble être quelque chose qui permet aussi d'ouvrir le débat et de sortir de débats qui sont quelquefois finalement très techniques, alors qu'en fait on a vraiment des problèmes de choix de système, et il faut peut-être avoir un point de vue un peu plus global sur ces choix de système. Donc je vais commencer cet exposé-là, effectivement avec ce débouché sur la question de l'allocation des risques à long terme et plus généralement de la réforme des retraites, connectée évidemment à l'épargne. Alors, si on veut parler du sujet, je suis désolé aussi de partir d'un point de vue théorique, c'est que je pense qu'il est vraiment essentiel d'avoir une vision de cycle de vie du ménage et de comprendre que le ménage a beaucoup d'actifs à sa disposition, et parmi ces actifs, des placements financiers et immobiliers qui lui permettent d'ajuster sa consommation excusez-moi, le long de son cycle de vie. Donc, l'objectif du ménage, c'est bien sûr de lisser sa consommation par la gestion d'un portefeuille qui est un portefeuille élargi. Donc dans ce portefeuille, il y a des actifs tangibles, ceux qui sont le comportement d'épargne, donc c'est les placements financiers, les placements immobiliers, enfin ça s'arrête là. Hein. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'actifs intangibles dont le poids est en fait beaucoup plus important pour le ménage moyen, mais aussi d'un point de vue macroéconomique. On pense bien sûr au capital humain que les gens accumulent, décumulent le long de leur vie la valeur actualisée des salaires. On pense aussi aux droits accumulés sur l'État-providence, qui sont à des niveaux extrêmement élevés au moment où la personne prend sa retraite, puisque c'est évidemment lié à la distribution de pension-retraite. On peut aussi penser à des éléments comme le capital santé. On voit monter de plus en plus des stratégies d'investissement. Donc je crois que ça, c'est vraiment très important de comprendre que l'épargne n'est qu'une partie, évidemment, de la stratégie d'allocation du ménage, et que le ménage a aussi d'autres leviers, alors c'est plutôt des leviers subis d'ailleurs, pour éventuellement modifier sa consommation le long de son cycle de vie. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a évidemment une stratégie d'accumulation de la part du ménage. Donc le ménage, on peut penser qu'il cherche à accumuler un patrimoine pour ensuite pouvoir continuer à maintenir sa consommation lors de sa phase de retraite, où il n'a plus de revenus du travail. Mais il y a aussi une stratégie qui est essentielle, qui est celle de couverture des risques. Donc là aussi, le ménage, il est un investisseur de long terme, avec une stratégie de couverture de ces risques, et une stratégie d'accumulation. Du coup, si on réfléchit un peu à tout ça, on comprend que l'épargne, c'est finalement une forme d'amortisseur. Il y a beaucoup d'éléments dans ce patrimoine élargi, dans ce portefeuille élargi, qui sont subis par le ménage. Le ménage ne décide pas du montant des droits accumulés sur l'État-providence. Donc en fait, l'épargne, après, apparaît comme effectivement quelque chose qui va venir compenser ou amortir quelque chose qui est malléable et qui va venir compenser ou amortir des évolutions qui sont par ailleurs largement subies par le ménage, notamment celles liées à l'État-providence. La question du vieillissement, c'est la question du risque de longévité, en fait, pour l'essentiel. Le vieillissement, il expose ce portefeuille élargi à un risque de longévité important. Alors, le risque de longévité, ce n'est pas le fait que les gens vivent plus vieux, c'est le fait que l'on constate qu'il y a une évolution non anticipée de l'espérance de vie, et qu'en fait, il y a des surprises sur ces espérances de vie. Donc, la mortalité est stochastique, et on voit qu'effectivement, il y a une réflexion, y compris chez les assureurs, en ce sens. Mais on constate aussi, d'un point de vue macroéconomique, qu'il y a une sous-estimation systématique de l'espérance de vie depuis quelques années, enfin depuis 30 ans. On a l'impression qu'il y a toujours un retard de 3 ans entre les prévisions d'espérance de vie à horizon de 30 ans et puis la réalisation effective. Comme si, effectivement, on était dans l'incapacité, d'un point de vue macroéconomique, d'avoir des idées sur cette espérance de vie. Donc on voit bien qu'il y a ce risque de longévité qui va venir peser d'un point de vue également macroéconomique. Ce risque de longévité peut être évidemment géré de manière individuelle. Il y a une composante idiosyncrasique à ce risque qui peut donc être diversifiable parmi les individus. On a parlé des produits d'annuité tout à l'heure. Enfin, on a des solutions de ce type-là. On sait très bien qu'il y a des imperfections, de l'aléa moral, de la sélection adverse.
qui fait que ça ne va pas être évident. On sait aussi qu'il y a des biais comportementaux dont a parlé André sur... dès que l'on parle du risque de décès, de valeur de la vie, on voit que la rationalité des individus se transforme et cela peut poser des problèmes. Mais le risque le plus considérable, c'est le risque de longévité macroéconomique, celui qui est non diversifiable de toute façon. Donc je rappelle quelques chiffres à cet égard. Hein. On estime que la valeur des engagements de l'État-providence, typiquement qui peut être affectée par un risque de longévité, et qui est bien une composante du portefeuille des ménages, la dette implicite est de l'ordre de 300%. Alors évidemment, il y a plein de manières d'estimer ce chiffre-là. Hein. Et puis si on reprend l'idée qu'il puisse y avoir une sous-estimation de 3 ans de l'espérance de vie, on voit qu'à l'horizon de 2050, cela peut représenter un risque qui correspond à 40% du PIB en valeur actuelle. Donc on voit que ce poids du risque de longévité est vraiment très présent et qu'une petite modification de l'espérance de vie a des conséquences importantes. Des économistes, depuis quelques temps, tentent de mesurer la valeur de ces engagements. Et je pense que c'est important de considérer que ces engagements sont des engagements risqués. Donc ce n'est pas forcément évident de trouver le taux d'actualisation adapté pour valoriser ces engagements. Donc, il y a des travaux de Giannakopoulos et Zaldès où justement ils tiennent compte de ces structures de risque pour aboutir à des évaluations mark-to-market, presque, de la valeur de cette dette implicite. Et je pense que c'est des travaux qu'il faut regarder de près. Si on compare cette dette implicite à la dette explicite de l'État, ben voilà, on a 90% de dette explicite de l'État, ce qui est évidemment considérable, mais on a une dette implicite qui est évidemment encore plus grande. Si on compare cette dette implicite à la richesse financière des ménages, celle que l'on pourrait peut-être mettre en regard de cette dette implicite, la richesse financière des ménages se monte à 200% du PIB en France. D'accord. Bon, alors évidemment, si on rajoute la valeur immobilière, on a des éléments supplémentaires qui permettent éventuellement de couvrir cette dette implicite, mais ce sont des éléments immobiliers. Autre élément qui va jouer sur le risque de longévité macroéconomique et sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est un thème très connu de la littérature, c'est évidemment que le vieillissement fait porter un risque de dévalorisation des actifs. C'est le phénomène qu'on appelle le phénomène d'asset meltdown. Ce que l'on constate, c'est que, ce que l'on a constaté, parce qu'il y a beaucoup de discussions théoriques à ce sujet, c'est que la demande d'actifs dépend de l'âge du ménage. Et donc évidemment, en fonction du vieillissement, il y a une crainte que la demande d'actifs baisse et que ceci fasse baisser le prix des actifs. Et donc au total, la valeur des actifs eux-mêmes, immobiliers et financiers, soit affectée par le vieillissement. Donc c'est aussi un phénomène qui s'ajoute au risque dont j'ai parlé sur la valeur des droits liés à l'État-providence. Alors, si, de la même manière, parce que j'ai commencé à attaquer de manière assez théorique, si on réfléchit un peu à ce portefeuille élargi, j'ai dit finalement ce qui est important, c'est de réfléchir sur le fait que le ménage, sur son cycle de vie, n'accumule pas simplement des actifs financiers immobiliers, mais aussi à d'autres composantes qui sont plus contraintes. La stratégie optimale, ce que nous enseigne la théorie, c'est que la stratégie optimale de couverture des risques, c'est d'avoir une croissance homothétique, en quelque sorte, de ce portefeuille, donc avec des stratégies de type constant mix, dans lequel on va maintenir les parts, finalement, de chacune des composantes risquées dans ce portefeuille. Donc c'est ce schéma-là qu'on doit avoir en tête quand on réfléchit à la stratégie financière des ménages. La stratégie financière des ménages et immobilière, dans un cadre théorique, voilà, un cadre très théorique, elle devrait avoir comme objectif d'essayer de maintenir les parts de chacune des composantes de l'actif pour pouvoir avoir une exposition au risque qui soit le plus diversifiée possible parmi ces parts. Donc ça signifie évidemment que si la part typiquement liée à la dette implicite de l'État augmente, si elle devient plus risquée, il va y avoir évidemment des compensations et des stratégies de couverture des risques de la part des ménages. Et cela va le conduire à réduire sa tolérance au risque et certainement aussi son exposition à des actifs financiers risqués. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental, c'est d'expliquer que dans le phénomène de vieillissement, il y a ce risque de longévité macroéconomique qui est considérable, que l'on n'arrive pas à gérer, que les ménages n'arrivent pas à gérer, et de manière naturelle, les droits sur l'État-providence devenant plus risqués, les actifs risqués devenant eux-mêmes plus risqués, la réaction naturelle, évidemment, c'est de réajuster le portefeuille en se tournant vers des actifs qui sont sécurisés. Donc, effectivement, cette demande de sécurité de la part des ménages. Quelles conséquences ça a ? Ça a des conséquences macroéconomiques importantes. Hein. On voit une baisse du taux de certains, une augmentation de la prime de risque, les gens ne veulent plus prendre de risques. On voit aussi se mettre en place une forme de thésaurisation. Il n'y a pas que dans les pays développés, il n'y a pas qu'en France, mais il y a aussi sur la planète tout entière. Donc ça participe à un régime mondial d'épargne abondante, mais une épargne qui ne peut pas prendre de risques, donc ça c'est très important. Et puis ça crée une discordance généralisée des horizons, parce que finalement les gens vivent plus vieux, donc on pourrait penser que quelque part ils veulent plus se projeter, veulent plus prendre de risques. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ça va bloquer la croissance, simplement par une forme de refus du risque. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, puisque j'étais très général sur les ménages français? Les ménages français, ils ont cette maladie. On voit ça. D'abord, ils ont un taux d'épargne qui est élevé. Donc, je ne vais peut-être pas reprendre tous les éléments, mais ils ont une part considérable de leur actif qui est investi dans le patrimoine immobilier. J'ai juste pris un dessin ici. Alors, j'aurais dû le réactualiser. J'ai peut-être été un peu... mais c'est juste pour signaler ça, pour signaler que voilà, les ménages français, parmi cette liste de pays, donc 7 grands pays industrialisés, ce sont les champions du monde, enfin champions de ces pays-là, pas du monde peut-être, du placement dans la richesse immobilière. Donc on a un partage 1/3, 2/3 de notre richesse totale des ménages entre patrimoine immobilier et patrimoine mobilier. C'est moins le cas dans d'autres pays, comme on peut le voir, on est effectivement, de ce point de vue-là, dans une situation relativement singulière. On a une montée de l'assurance vie, ça a largement été décrit. On a un dynamisme aujourd'hui de l'épargne garantie sur livret. Donc on voit bien qu'il y a un contexte général de vieillissement, mais il y a aussi peut-être un problème français qui est plus lié à cette question du désir de sécurisation de l'épargne. Donc pour moi, d'où vient le problème? Le problème, il vient sur le fait qu'on a une incapacité en France à ancrer les anticipations sur le devenir de l'État-providence. Donc on a un contexte de vieillissement, il y a un danger, alors je suis peut-être provocateur, d'éclatement de la bulle de la répartition, mais c'est comme ça qu'elle est un peu fondée. On a une nécessité, tout le monde le sait, d'ajuster la dette implicite. Les 300% dont j'ai parlé, elle est plus viable compte tenu du taux de croissance qu'on a et du taux de croissance démographique. Donc évidemment, tout ça fait que le ménage français ou le ménage a tendance à se replier sur de l'épargne très sécurisée. Ça a deux conséquences, c'est ce que j'appelle la double peine. Première peine, c'est une pénurie de capitaux longs pour l'économie française. Bon, c'est un sujet assez connu. Alors on pourrait dire, bien sûr, il y a des investisseurs dans d'autres pays, mais on sait bien aussi qu'il y a du biais domestique, donc c'est quand même un handicap. Et puis ce qu'on peut penser aussi, c'est que les capitaux longs, c'est la richesse stratégique des nations, dans le sens où il ne faut pas simplement avoir des capitaux, mais il faut aussi avoir le contrôle des entreprises, éventuellement du pays en question. Et peut-être répondre ça à la question de l'Europe. C'est aussi, évidemment, un facteur de croissance molle. Deuxième peine qui me paraît aussi importante, et enfin, qui est complètement liée à ça, qui est que le schéma de partage intergénérationnel des risques, aujourd'hui, est bloqué. Et les gens ne veulent plus, les ménages, ne veulent plus prendre de risques à court terme, mais en prennent à long terme, parce qu'on est dans un système qui ne leur permet pas d'assurer le long terme. Donc on voit bien qu'on a une forme de glissement, finalement, d'un système qui est un système de répartition qui doit fonctionner sur un système de prestations définies, mais qui devient de plus en plus un système de cotisation définie. Donc le système de répartition tel qu'il est ne nous permet pas d'échapper, à l'instar de ce qui peut se passer dans les pays anglo-saxons, dans des pays qui ont vraiment été vers la capitalisation, ne nous permet pas d'échapper finalement à ce glissement de la prestation définie vers la cotisation définie. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est le facteur qui vient bloquer. Donc évidemment, je terminerai en expliquant comment en sortir. Comment en sortir? Il faut s'attaquer effectivement à l'actif qui représente 200 ou 300% du patrimoine des ménages, et beaucoup plus au moment où ils prennent leur retraite, puisque c'est le moment où cette composante du patrimoine est la plus importante. Il faut redéfinir l'actif retraite. Quand je dis l'actif retraite, c'est le droit à la retraite, parce que c'est cet actif qui forme un socle et qui permet, en tant que boussole, d'orienter le choix des ménages en matière d'épargne. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. On peut toujours discuter de plein de mesures techniques à prendre sur la réorientation de l'assurance vie, etc. Mais au-delà de ça, je crois que c'est indispensable de casser quelque chose. Ce phénomène existe depuis longtemps. Il y a quelque chose à faire qui doit vraiment tenir à des réformes qui sont des réformes structurelles. Donc le principe, c'est gérer les risques macroéconomiques, les reconnaître, et donc parmi ceux-là, le risque de longévité. Donc c'est reconnaître l'existence de ces risques, ne pas les nier, et puis les signaler aux ménages, ce que l'on ne fait pas entièrement, les réduire par diversification, parmi les économies, sans l'illusion de les faire disparaître, ne pas se nourrir de l'illusion du prestation définie pour tout le monde, et puis les répartir parmi les générations. Il y a 3 dosages à combiner pour ça: l'équilibre entre répartition et capitalisation, la question ensuite de la liberté individuelle ou des contraintes collectives, quel degré de liberté pour chacun, et puis la question de prestation définie contre cotisation définie, le niveau de sécurité que l'on veut mettre dans le système. Moi, ce qui me semble important, c'est de réfléchir en termes d'hybridation de ces différentes composantes. Je ne crois pas que l'on puisse faire reposer un système de retraite que sur une de ces catégories. Il faut nécessairement aller vers une forme d'hybridation, et on constate que sur le premier et le second pilier, ce n'est pas ce qu'on fait en France, évidemment, mais moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il y a 3 ingrédients pour ça. Il y a d'abord évoluer vers un système par points pour la répartition qui permettrait de signaler les risques et de faire en sorte que les gens puissent les gérer. Il y a le fait d'introduire une dose substantielle de capitalisation avec des mécanismes collectifs et semi-contraints d'épargne, donc réfléchir à des fonds de pension collectifs obligatoires ou quasi obligatoires, on peut un peu détailler tout ça. Et puis il faut un cadre prudentiel et réglementaire qui articule ces deux choses-là, d'accord ? Donc
qui fasse que dans le système par points, on ait une logique qui soit une logique actuarielle, et qui fasse que dans le système de capitalisation, on ait une logique aussi de prudent man rule, ou de garantie prudentielle, mais en même temps qui ne pose pas forcément de contraintes sur la manière dont ces fonds d'épargne sont investis. Et c'est en ayant cette stratégie d'hybridation que l'on peut effectivement débloquer la situation. Donc je donne juste un exemple, parce que je crois que j'ai déjà presque... Mon temps est presque achevé. Hein. Si on réfléchit par exemple à la répartition entre accumulation et répartition, il est clair que la question actuelle, c'est le niveau d'exposition des ménages à la dette implicite de l'État-providence, donc 200% plus le risque de longévité dont j'ai parlé, et ça c'est évidemment très très bloquant pour les ménages. Pour cela, si on veut réduire cette exposition, il faut transformer une partie de cette dette implicite peut-être en une dette explicite, donc en des titres publics investis, achetés par des fonds de pension. Ça permet de diversifier les risques au niveau macroéconomique entre les pays de la zone euro, donc voilà, peut-être améliorer les choses. Ça permet peut-être de redonner de la profondeur aussi à certains marchés, notamment de dette souveraine. Sur les marchés financiers, ça peut avoir un impact considérable. J'ai parlé de la dette souveraine. On voit bien que les investisseurs traditionnels, les banques, se retirent du marché de la dette souveraine parce qu'ils sont contraints par la réglementation prudentielle. Ça veut dire qu'il faut les remplacer par autre chose à un moment ou à un autre. Donc il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Ça permet de faire apparaître une nouvelle classe d'investisseurs de long terme, thème sur lequel la Caisse est très intéressée évidemment. Ça renforce la profondeur des marchés financiers. Ça permet d'avoir une réflexion en termes d'innovation aussi sur les produits de financement à long terme, sur le marché obligataire, mais aussi sur le marché des infrastructures et dans d'autres secteurs. Et puis c'est peut-être l'occasion aussi, parce que finalement les Allemands ont une position qui n'est pas si différente de la nôtre, d'avoir des initiatives européennes qui sont conjointes sur ces sujets-là, puisque encore une fois, quand je parle de diversification internationale des risques macroéconomiques, il y a un aspect ici qui est peut-être un aspect qui se joue au niveau européen. Bon, je ne vais peut-être pas décrire tout ce que j'ai à décrire ensuite, ou j'ai encore un petit peu de temps, non? Un tout petit peu. J'ai essayé d'explorer chacune de ces frontières, finalement. J'ai parlé de la frontière entre répartition et capitalisation. Autre frontière, initiative individuelle et contrainte collective. Donc, il y a beaucoup d'arguments en faveur de la réduction du libre arbitre en matière de retraite, et y compris en matière de capitalisation. On peut avoir des formes de capitalisation contrainte, et c'est en ces termes-là que je veux poser le débat. Il y a l'aléa moral, bien sûr. Il y a aussi une forme de paternalisme libéral pour répondre aux biais comportementaux dont je vais parler. Hein. Et puis, il y a aussi une volonté de, si on veut avoir des stratégies d'allocation d'actifs qui soient de long terme, il faut nécessairement un passif qui soit relativement contraint. J'ai mis visqueux, je ne sais pas si c'est bien dit. Enfin, en tout cas, avec des formes d'engagement, et donc qui, quelque part, réduisent effectivement la liberté et les possibilités de rachat de contrats de la part des épargnants. Donc, le corollaire de tout ça, c'est évidemment, si on commence à contraindre ces éléments-là, c'est réduire la concurrence dans la collecte de cette épargne. Donc c'est avoir quelque chose qui soit très régulé, et c'est pas laisser des fonds de pension s'insinuer à tous les étages. Il faut profiter d'économies d'échelle, il faut faire attention aux phénomènes de sélection adverse. Donc c'est quelques fonds de pension à ancrage territorial et professionnel qui pourraient réaliser ce genre de choses. Voilà. Pardon. Bon, j'avais un dernier élément fondamental sur la gestion des risques. D'abord, répéter que le droit à la retraite est risqué. Je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut dire en permanence. Il y a des risques macroéconomiques qui sont non diversifiables. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir à des manières de partage intergénérationnel des risques. Ça veut dire aussi qu'il faut essayer de réfléchir à ce modèle du constant mix dont j'ai parlé, et essayer de s'en approcher d'une manière ou d'une autre. Cela implique de jouer sur la complémentarité entre capitalisation et répartition. Donc penser un système qui ne soit pas simplement un système de répartition et puis de capitalisation à côté. C'est penser des règles prudentielles qui organisent la capitalisation qui soient compatibles avec les déterminations de la valeur du point dans un système par point. Donc des règles, évidemment, qui lissent la valeur du point et puis qui fassent qu'on peut avoir des ajustements entre les deux régimes qui seraient contribution définie et prestation définie, un équilibre entre les deux, avec des prises en compte de ratios de solvabilité, avoir une logique qui soit à la fois fermée et ouverte, fermée pour que chacun reconnaisse son droit à la retraite et soit en capacité d'évaluer son actif retraite, et puis ouvert pour faire jouer des mécanismes qui sont des mécanismes de solidarité intergénérationnelle, ou de partage des risques plus que de solidarité. Voilà, je crois que j'ai terminé cet exposé sur la réforme. Merci Jérôme. Donc à Laure Maillard, justement, sur peut-être la capitalisation contrainte et ce que vient de décrire Jérôme. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais réagir au titre
des fonds d'épargne, c'est-à-dire gérer une épargne de court terme. Qu'est-ce qu'on observe à l'aune de ce que vous venez de nous dire. Et puis aussi avec ma casquette d'économiste, puisque lorsque ce séminaire a été entamé, j'ai eu l'occasion d'y participer, mais j'ai entre-temps changé de fonction pour devenir responsable des relations institutionnelles. Voilà, je reposerai sur cette double casquette mes réflexions par rapport à ce que vous venez de nous dire, qui est un peu, quand on lit votre texte, finalement, un cri d'alarme, hein, quand même, sur les ménages et le risque qu'ils encourent à ne pas suffisamment être préparés à leur retraite. Alors, je vais réagir en 3 temps avec quelques remarques supplémentaires par rapport à votre constat de départ, hein, sur les motifs qui poussent à l'épargne de précaution. Je vous poserai quelques questions ou je lancerai quelques débats sur les conditions éventuelles du succès de cette retraite par capitalisation, hein, que vous proposez ici. Et enfin, je terminerai par finalement ce que vous soulevez dans votre papier, qui est une réflexion globale sur l'architecture du financement de l'économie en France. Je crois que quand même, on le voit tout au long de votre papier, il y a beaucoup de réflexions qui émanent de là. Alors, sur les nuances, sur le constat de départ, alors le premier, j'ai envie de dire, d'après ce que vous nous dites, c'est que les ménages français sont totalement schizophrènes. Alors pourquoi? Parce que c'est la crainte, c'est en raison de la faible organisation de la retraite et de l'incertitude sur la capacité de l'État à servir les retraites qu'il se dirigerait vers une épargne sans risque. Mais sauf erreur de ma part, pour le moment, l'épargne sans risque reste les obligations d'État. Et du coup, en voulant se protéger contre un risque, il s'y expose doublement. Donc, je ne sais pas si c'est schizophrénie ou manque de prise de conscience, mais en tout cas, si réellement les comportements de placement des ménages vers des produits peu risqués est lié à la faiblesse de l'organisation des systèmes de retraite, on a vraiment un problème et vous avez raison de soulever ce cri d'alarme. Alors, deuxième interrogation, je sais qu'on est un séminaire sur le vieillissement, je ne l'oublie pas, mais je pense que le vieillissement n'est pas responsable de tous les maux, n'est pas le seul responsable de la préférence des ménages pour la liquidité. Quand on regarde le stock d'épargne des ménages, les placements sur la liquidité restent faibles en proportion. D'ailleurs, en Europe, les placements financiers pour la liquidité en France ne sont pas supérieurs à la moyenne de la zone euro selon les données d'Eurostat. On a 88% du RDB en France sur des placements liquides contre 108% sur la moyenne de la zone euro. Ce qu'on peut constater quand on regarde les chiffres qu'on a sur le livret A, voilà, petit témoignage, on a eu une nette accélération de la collecte sur le livret A ces dernières années. Alors en 2008, parce qu'on a généralisé le système, donc on savait pas tellement l'impact crise ou banalisation, mais en 2011, on a quand même une preuve supplémentaire que les ménages, s'ils préfèrent la liquidité et les supports d'épargne liquide, c'est bien pour se protéger d'un contexte économique qui est, il faut l'avouer, quand même extrêmement difficile. Voilà, c'est juste une nuance sur le constat de la liquidité vieillissement. Il y a aussi un contexte économique, de crise financière, de défiance envers les actifs risqués, je crois que vous allez en parler ensuite, et puis de défiance un peu plus générale envers le système financier, voire les intermédiaires financiers. Sur les motifs de l'épargne, ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire pourquoi les ménages épargnent et quel support est-ce que ça prend. Alors là, quand on regarde une enquête réalisée par le Crédoc en 2011, c'est assez intéressant de voir en fait quelle est la part de l'épargne que constituent les ménages pour le motif de la retraite, parce qu'au final, quand on parle du vieillissement, on a l'impression que c'est central, mais les ménages répondent pour me protéger d'un coup dur à 50%, pour la transmission à 16% et pour préparer ma retraite à 14%. Alors bien sûr, cette statistique évolue avec l'âge. La moyenne donc des réponses des ménages pour préparer la retraite, c'est 14%, mais les ménages qui ont entre 45 et 59 ans répondent à 27% que c'est ce motif de préparation à la retraite, qui les pousse. Quand on a 18-24 ans et qu'on peut épargner, en revanche, le motif de préparation à la retraite est de 5%. Et puis quand on a plus de 60 ans, forcément, on est la retraite c'est demain, donc on s'y est préparé avant. Donc si les ménages épargnent, ça n'est pour préparer leur retraite qu'à 7%. Voilà, en gros sur l'analyse du comportement d'épargne en lien avec la retraite et le vieillissement, ce que je voulais
souligner comme question et qui reviendra dans celle que je soulèverai dans la troisième partie, c'est peut-on finalement lutter contre la nature de l'épargnant? Parce que quand on mêle donc vieillissement, conjoncture, crise, question sur les actifs risqués, motif de l'épargne, on se pose la question, est-ce qu'on peut lutter contre l'aversion au risque de l'épargnant et la place du coup des intermédiaires financiers dans cette transformation de l'épargne que vous proposez. Alors ensuite sur votre proposition, je rebondis essentiellement sur votre proposition de retraite par capitalisation, en faisant deux remarques. La première sur les ressources et la seconde sur l'impact macroéconomique que ça peut engendrer. Alors la retraite par capitalisation, quelles ressources? Alors vous évoquez dans votre papier une certaine contrainte à alimenter cette retraite, un moment, une obligation. Du coup, si elle est généralisée et qu'on passe par l'épargne, une forme d'épargne obligatoire via les entreprises, etc. Quel impact sur les ménages modestes? Parce qu'on sait, selon l'INSEE, que 78% de l'épargne se fait par 20% des ménages. Donc, comment on fait le reste? Si du jour au lendemain, on passe par une épargne obligatoire, ça aura forcément des conséquences sur ces ménages qui n'ont pas la capacité à dégager une épargne. Vous proposez d'ailleurs plutôt de proposer davantage un système type FRR, donc adossé soit à des ressources naturelles, mais malheureusement on n'a pas encore découvert de pétrole en France, soit à des ressources fiscales. Mais alors là, il faut réouvrir, soit des ressources fiscales. Donc là, il faut réouvrir le débat sur soit la réallocation d'une ressource fiscale qui est déjà dédiée. On connaît en ce moment, les débats budgétaires ont lieu en ce moment, et on sait qu'ils sont très contraints. Soit à la création d'un nouvel impôt pour doter ce fonds. Donc l'infrastructure existe, je vois que les chercheurs proposent des pistes de développement pour la Caisse des dépôts, l'infrastructure FRR existe, des réflexions sur son allocation d'actifs sont faites, donc autant l'utiliser bien sûr, mais se pose la question des ressources que je viens de souligner. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est celle de l'impact macroéconomique. Ça découle naturellement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire si on mobilise de l'épargne obligatoire aujourd'hui pour des ménages, quel impact à court terme dans une conjoncture déjà fragile, d'obliger les ménages à arbitrer en faveur de l'épargne. Voilà, je termine sur une réflexion globale sur la protection de l'épargnant et sa capacité à financer l'économie. Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut lutter contre la préférence pour la liquidité des épargnants? Sachant son âge, la population française a déjà vieilli. Elle est déjà vieille, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. Donc est-ce que c'est pas trop tard? Parce qu'au fond... je veux pas être fataliste, mais au fond, on est déjà vieux et donc obliger les épargnants à préparer leur retraite alors qu'ils y sont déjà, voilà, je pose la question. Est-ce qu'on peut lutter contre la préférence pour la liquidité compte tenu de ses revenus? Je poserai la question d'ailleurs, je soulèverai la question, ça m'inspire des réflexions. Finalement, est-ce que cette préférence pour la liquidité du ménage n'est pas liée à l'architecture de l'épargne en France? Tout simplement, est-ce que le ménage n'a pas une préférence pour la liquidité et la sécurité parce qu'on ne lui propose rien d'autre? Moi, je pense qu'on ne lui propose pas grand-chose d'autre et que c'est la raison pour laquelle il y a cette préférence. Ça m'inspire d'autres réflexions sur les liens et le rôle des intermédiaires financiers. Est-ce qu'une épargne sécurisée et protégée est nécessairement une épargne qui sert à financer le non risqué et le court terme? Je vous démontrerai l'inverse une autre fois, mais je vous le dis juste qu'avec le livret A, qui est pourtant un dépôt à vue, on arrive à faire des financements à 40 ans et que la partie non centralisée du livret A qui reste aux banques sert à financer les PME. D'ailleurs, il y a une bataille en ce moment des banques qui disent qu'il ne faut pas leur prendre le livret A, sinon elles ne financeront plus les PME.
financer les PME, c'est financer le risque. Donc le débat sur la capacité des intermédiaires financiers à financer le risque peut être également ouvert. Ça pose du coup la question du rôle de l'intermédiaire financier et des décisions des pouvoirs publics, parce qu'au fond, le système de capitalisation que vous proposez, il existe quasiment, c'est les assurances vie. Alors c'est une retraite par capitalisation qui dit pas son nom en France. L'assurance joue ce rôle, mais elle dit pas que c'est du fonds de pension. Et là, c'est vrai qu'on a des contraintes prudentielles qui s'imposent aux assureurs et qui remettent peut-être en cause la capacité à servir le financement de l'économie et du long terme, puisqu'on sait qu'elles vont pouvoir moins s'orienter sur les actions et plus pour les obligations. D'ailleurs, j'ajoute qu'en ce moment, le marché, la réglementation est très très favorable au financement des États, plus que obligataire, beaucoup plus que pour les actions. Ça pose la question du statut particulier des investisseurs de long terme. Je rebondis là-dessus et c'est effectivement un axe sur lequel la Caisse des dépôts, Isabelle Laudier, sont très engagés pour défendre ce statut particulier qui assure un financement de long terme de l'économie tout en protégeant le ménage. Donc là, c'est un business model qu'il faut pousser pour remplir le double rôle que vous proposez. Et enfin, donc j'ai dit pas assez de support d'épargne pour financer le long terme ou le risque. On nous propose peut-être que la palette n'est pas assez élargie. Question sur le rôle de l'intermédiaire financier et les pouvoirs publics, quels choix font-ils ? Ça, c'est ce que je vois. Et j'ajouterai, pour terminer, le rôle de l'épargnant dans tout ça. D'après une étude de l'OCDE, les Français sont les derniers en termes d'éducation financière. C'est-à-dire, on fait un questionnaire très simple sur les rendements d'un produit. Ils arrivent les 3 derniers avec dans le peloton de queue donc des performances en termes d'éducation financière avec la Malaisie, l'Afrique du Sud et l'Arménie, les premiers étant les Irlandais, suivis des Allemands et des Britanniques. Donc, est-ce que pour financer le long terme, est-ce que pour mesurer le risque qu'ils prennent, puisqu'on a commencé par dire ils sont schizophrènes puisqu'ils vont vers des obligations, alors même que il y a un risque d'éclatement du modèle social, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à jouer en matière d'éducation financière des ménages français, c'est-à-dire qu'après l'investisseur avisé, renforcer la capacité de l'épargnant à lui aussi être avisé. Merci, je pense que Jérôme me répondra après, mais qu'en attendant, Florence Legros va commenter. Bien, merci. Merci beaucoup. Et donc, comment on fait avec ce truc ? Ça fait quelque chose ? Voilà, formidable. Oui, donc il y avait un petit point d'interrogation à côté d'un point de vue extérieur, mais c'était juste pour taquiner Hélène. Je me demandais extérieur à quoi. Mais bon, je vais essayer de rester, avec un œil extérieur. Ceci étant, justement, l'œil extérieur me dit qu'il doit y avoir de l'ambiance à PSE, parce que en fait, j'étais en train d'écouter, donc mes 2 voisins de droite expliquaient que les Français manquaient d'éducation financière, et donc j'ai en souvenir une étude assez brillante de Luc Arondel qui lève les yeux au plafond et dans le fond et qui montre précisément que les Français ont une éducation financière qui n'a rien à envier à celle des étrangers. Et que, donc, du coup, histoire de rajouter un petit peu de l'ambiance, moi, je me tournerais vers ma voisine et je lui demanderais qui il faut éduquer. Alors, évidemment, BAL 3 est un peu responsable, mais on observe quand même qu'en ce moment, on inonde les gens, effectivement, d'actifs sans risque, des comptes à terme, etc., rien que pour faire du bilanciel. Et que finalement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est quand même une décrue de l'assurance vie qui, entre parenthèses, n'est pas comme les fonds de pension, est plutôt pas investi en actions. Mais on observe une décrue de l'assurance vie et avec une montée de ces liquidités. Et là, il me semble que c'est plutôt un effet d'offre, c'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement des réseaux qui cherchent qu'à gaver les épargnants plutôt qu'un déficit d'éducation financière de la part des épargnants. Ça va, Luc ? Ça va mieux ? Bon. Oui, voilà. Sinon, il va pas bien après. Alors, juste, donc, comment couvrir le risque de longévité de manière efficiente ? Donc, c'est un peu le thème que nous a proposé Jérôme. Et donc, en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait au moins quelque chose d'extrêmement riche, et enfin, il y a beaucoup de choses extrêmement riches et extrêmement intéressantes, et c'est qu'il réappuie sur le fait qu'il faut prendre en compte l'ensemble des risques. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve que souvent, on ne prend pas en compte l'ensemble des risques,
Donc on se rappelle tous de l'étude de Gaulier et Zeckhauser qui expliquait qu'en fait, une allocation de type cycle de vie naïve, en fait, est pas du tout une allocation qui est optimale dans tous les cas, puisque précisément, donc, il y a des risques qui sont différenciés. Donc, c'est pas si simple que ça. Les jeunes ont plutôt des risques en capital humain élevé, et les vieux ont plutôt des risques en capital humain réduit, alors que les jeunes ont plutôt un grand horizon et les vieux ont plutôt un faible horizon. Donc Jérôme nous rappelle ça et il le généralise. Et donc, d'ailleurs, on a pu observer que, effectivement, quelquefois, les gens cumulaient des niveaux de risque qui étaient tout à fait considérables. Et donc, ça aussi, ça a été montré par les enquêtes bien faites donc, sur l'éducation financière. Et c'est aussi des choses qui ont été faites sur données individuelles, où on interroge les gens sur l'épargne salariale. Je vous dis qu'il y a les études de Aubert et Rapp qui montrent que, sauf erreur de ma part, en épargne salariale, il y a 20%, il y a 65% des gens qui ont plus de 20%. Non, c'est 20% des gens qui ont plus de 65% de leur actif en épargne salariale qui est uniquement composé des actions de leur propre entreprise. Et donc ça, si c'est pas du cumul de risques, voilà. Donc moi, je crois que les ménages peuvent cumuler des risques qui sont tout à fait considérables. Alors le constat de Jérôme, c'est que néanmoins, effectivement, le vieillissement bouleverse le risque étendu. Et donc, ce qu'il préconise, pour aller vite, je rappelle, mais je vais aller vite, c'est pour la répartition, un régime par points. Alors moi, je me demandais si ton régime est unique, Jérôme. Et je rappelle simplement que donc ça fait 10 ans que je radote, donc que dans le système suédois, il y a un zéro pilier qui est un système qui est non contributif et qui regroupe 42% des Suédois. Et donc ça signifie que en fait, il y a effectivement des gens, n'en déplaise à tous, qui ne peuvent pas contribuer très longtemps. Et ces gens-là, il faut leur maintenir un socle qui est un socle de solidarité. 42% des personnes dans le système suédois. Et donc si on maintient ce type de socle, alors après il faut discuter effectivement du volume, et donc même en acceptant une baisse relative des prestations, que Aubert et Olivo à la CNAV ont montré ça très clairement, donc la baisse relative des prestations toucherait selon eux 70% des personnes, y compris avec un socle de solidarité, et ben en fait on règle pas le problème du déficit du système de retraite, y compris s'il bascule donc en points. Donc, et une raison simple, c'est que la valeur du point qui s'équilibre actuellement sur des espérances de vie individuelles et donc en fait ne peut pas stabiliser le système, sauf si le ratio de dépendance est lui-même stabilisé. Donc on a là un arbitrage à faire entre le collectif et l'individuel. Alors, sur l'aspect patrimonial, donc les autres parties, donc effectivement l'idée c'est qu'il faudrait favoriser les capitaux longs, ça je crois que tout le monde est d'accord, et donc ce qui est préconisé c'est une structure de portefeuille élargie, et donc évidemment encore une fois pas de 100 moins âge, donc on revient à ce qui a été dit précédemment, compte tenu de la structure des risques et de l'accumulation des risques, une diversification qui consisterait donc le 100 moins âge, vous savez, si vous avez 40 ans vous avez 60% d'actions, et vous avez 60 ans vous avez 40% d'actions, parce que 60 c'est 100 moins 40, voilà. Et donc tout le monde a compris, et donc voilà, et donc ça c'est de la diversification qui est extrêmement naïve, et donc ça tout le monde le sait, mais néanmoins moi je vous renvoie quand même un certain nombre de pratiques sur des fonds de pension et non des moindres, qui consistent à dire qu'il faut effectivement faire ça avec les arguments habituels sur l'horizon, et donc dont on a vu qu'ils n'étaient pas suffisants. Alors donc ce que dit Jérôme, c'est qu'il faut une gestion active de type Prudent-Man Rule, donc avec capitalisation obligatoire. Alors un point qui a été dit, c'est que quand la dette implicite augmente, il faut que la part d'actifs risqués baisse. Et donc du coup, normalement on se dit la part d'actifs risqués qui baisse, c'est moins d'actions. Alors en fait, avec deux petits camarades, on a regardé un peu ce que c'était qu'un actif sans risque. Et donc on a pris sur très longue période. En fait, on a pris et on a regardé les caractéristiques statistiques d'un certain nombre d'actifs. Donc, on a pris sur les États-Unis et sur la France, donc les actions, les obligations et le monétaire. Et donc, on s'aperçoit que la probabilité de perte réelle, donc si on regarde en termes réels, donc on retire l'inflation ici, on a également retiré les périodes de guerre, et bien on s'aperçoit que l'actif risqué l'actif sans risque n'existe pas, et
que c'est pire que ça, c'est que sur le long terme, ça c'est quand même une propriété qui est relativement connue, en fait il vaut mieux détenir des actions, c'est la liste rouge, c'est la courbe rouge, et que de détenir des obligations ou du monétaire. Et donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça marche aussi sur la France. Sur la France on voit qu'on a un peu plus de mal avec les actions à arriver au risque zéro, puisqu'on arrive au bout de 24 ans de détention, mais donc c'est complètement cohérent avec un actif retraite. Et donc, en revanche, que l'obligataire et le monétaire, on a un risque de perte réel qui augmente avec la durée de détention, et donc on a une augmentation qui est pas négligeable. Donc, si on croit à ça, ça permet allègrement de régler le problème de la pénurie de capitaux longs et de dire en même temps qu'on ne prend pas de risque. Alors, juste deux autres remarques. Donc, on a continué notre petite étude statistique. Et ce qu'on observe, c'est que non seulement l'action est l'actif à long terme le moins risqué, mais en plus de ça, la réduction du risque est plus rapide qu'avec une loi normale. Donc c'est nos courbes en pointillés rouges. Et donc, en fait, on a un risque qui décroît très nettement avec la période de détention, mais encore plus que la loi normale. Et donc, on a une distribution très intéressante de ces statistiques, de ces rendements réels. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, donc, ce qu'on réconcilie tout le monde en disant qu'il faut une allocation riche en actions. Alors donc, évidemment, le problème, c'est donc pour quel dosage et quel timing. Et donc, l'augmentation... Alors, l'autre question, c'est de revenir à ce que disait Jérôme tout à l'heure, compte tenu de la variation des risques, et c'est-à-dire de la proportion de risques dans la période sous revue, c'est-à-dire qui va en gros de 20 ans à 90 ans. En fait, la question, c'est de savoir comment on dose cette part d'action. Et donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, si on procède à une allocation dite de cycle de vie, la part d'action doit évidemment être plus importante que ce qu'on voit aujourd'hui, et même que ce qui est préconisé traditionnellement. Et évidemment, les titres publics, la somme, doivent être beaucoup plus faibles que dans le 100- âge. Donc tout ça plaide en faveur d'un arrêt de la diversification naïve. Et je vous remercie. Merci. On va peut-être laisser Jérôme répondre, parce qu'il y a eu pas mal de questions, et puis après on prendra des questions. Non, je voulais juste dire sur l'éducation financière, d'ailleurs, je ne suis absolument pas une spécialiste de ce thème, je suis ravie d'apprendre qu'il y a un débat. Alors, je citais sources OCDE et AMF, les deux études qui ont été publiées à peu près conjointement sur les données de 2011. Et voilà, je regarderai avec attention également les conclusions de l'étude Arondel sur ce sujet, parce que pour le coup, l'étude sur l'AMF réalisée avec le CREDOC était assez catastrophiste en la matière. Donc voilà, je voulais pas spécialement ouvrir ce débat ni le trancher, mais je cite mes sources et je pense que du coup c'est bien de préciser. Je ne suis pas sûr de pouvoir réagir à tous les points parce qu'ils sont évidemment nombreux. J'en ai noté quelques-uns qui me semblent quand même importants, notamment sur un point qui me semble important, c'est la question de l'assurance vie et des fonds de pension. Il est évident, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Florence, je crois que l'assurance vie est à 80% du placement obligataire, à 20% de l'action, alors qu'il y a dans des fonds de pension, en tout cas, il peut y avoir des mouvements maintenant qui sont un peu inverses, davantage d'actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement les actions ont peut-être des bonnes propriétés, comme tu l'as montré, de mine-réversion, qui fait qu'à long terme, ça peut être un placement qui est plus intéressant si on dispose d'un horizon plus long, mais ils ont aussi une capacité à couvrir davantage des risques, comme les risques d'inflation, s'il n'y a pas d'obligations indexées, et les marchés d'obligations indexées ne fonctionnent pas très bien. Et donc, ils ont cette vertu-là. C'est pas simplement qu'en soi, ils sont moins risqués à long terme, mais c'est aussi quand on les rapproche d'un passif qui est lui-même risqué, et qui est le passif donc, des ménages dont j'ai déjà parlé, avec du capital humain à l'intérieur, des droits à retraite qui sont une composante fixe de ce portefeuille, et ben, les actions peuvent avoir des bonnes propriétés de couverture, et c'est ce qui a été montré justement par Geanakopoulos et Zeldes. C'est que si on essaie de rapprocher un peu les caractéristiques de l'actif retraite américain tel qu'on l'observe aujourd'hui du système de sécurité sociale, et ben cet actif, il est couvert, y compris par des placements en actions, et donc ça plaide pour que des investisseurs de long terme qui auraient en passif à distribuer des pensions et des stratégies qui soient orientées vers les actions, non seulement parce que les actions seraient moins risquées à long terme, bon, c'est quand même
question peut-être pas totalement tranchée, mais aussi parce que les actions sont davantage en capacité de couvrir des risques de passifs et des risques économiques. Voilà, donc ça c'est un point plutôt important. Ça rejoint aussi un autre aspect que vous avez évoqué sur la question de l'exposition des Français à la dette de l'État. Dans le système de l'assurance vie tel qu'il existe, les assureurs vie, évidemment, diversifient dans la zone euro leurs obligations. Donc les ménages français ne sont pas, ils sont évidemment, ils ne sont pas exposés à la dette française, mais ils sont aussi exposés à la dette italienne, grecque, et puis peut-être allemande aussi. Donc ils ont cette capacité à diversifier, et ça c'est quand même un avantage d'une dette explicite par rapport à une dette implicite. Une dette implicite détenue sur l'État-providence, elle n'est pas transnationale. On ne peut pas aller du côté des Allemands. Donc une dette explicite qui, elle, est détenue par un assureur de long terme, ou par un investisseur de long terme, elle est transnationale et il peut y avoir des stratégies de diversification, y compris, bon, peut-être pour des petits risques, mais c'est quelque chose qui peut jouer et qui est aussi un aspect important si on cherche à réfléchir au fait que, compte tenu de Bâle 3 qui se met en place, etc., sur les marchés de dette souveraine, on peut aussi avoir un retrait des banques notamment, et que quelque part, et des compagnies d'assurance vie, parce que peut-être ça va se durcir sur Solvency 2 par rapport à la détention d'obligations souveraines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourrait le devenir. Donc on a besoin d'autres investisseurs qui, eux, pourraient prendre en charge cette dette explicite. Donc le switch d'une partie de la dette implicite vers la dette explicite n'est pas complètement exclu non plus, et peut-être un petit levier sur lequel on peut jouer. Peut-on lutter contre la rationalité de l'épargnant ? Enfin, moi je pense que... j'ai l'impression que pas totalement. Enfin, c'est pour ça que le système, et on voit bien que les ménages français n'évoquent pas la retraite comme première cause d'épargne, peut-être, mais en même temps ils sont très inquiets sur le devenir du système de retraite. Donc cela montre bien qu'il y a une forme peut-être d'irrationalité et qu'on a besoin de mettre en place une certaine forme de paternalisme. On voit que les expériences fiscales qui ont été montées, le PERP, enfin, notamment le PERP, où on a des avantages fiscaux importants qui sont quand même liés au PERP, ne suffit pas à ce que le PERP se développe de manière très importante. Donc ça ne répond pas à un besoin des gens. Enfin, en tout cas, ils ne le conçoivent pas comme tel, même si ça s'est développé. Pas suffisamment. Donc ça signifie qu'il faut aller plus loin et qu'il faut certainement trouver des mécanismes qui permettent de davantage contraindre les gens. En Allemagne, ils ont développé des plans d'épargne retraite dans lesquels on accorde un abondement forfaitaire lorsqu'on ouvre le plan de retraite. C'est aussi fait pour attirer des revenus modestes vers ce type de produits, c'est les plans Riester. Bon, ils sont diffusés, mais ils sont peut-être insuffisamment diffusés. Aux États-Unis, on sait qu'on a beaucoup joué sur les clauses automatiques ou pas automatiques d'options pour rentrer dans les plans ou ne pas rentrer dans les plans. Donc c'est sur ce type de dispositif qu'il faut s'appuyer, et puis effectivement accepter de toute façon qu'il y ait une forme de contrainte, parce que je pense, malgré l'ingénierie financière du livret A, je pense que malgré tout, toute personne, il peut y avoir un run sur les livrets A du jour au lendemain. Enfin, donc, ça peut exister aussi. Tout à fait. Et ça a existé. Donc on voit bien que même s'il peut y avoir une certaine stabilité de la base et un passif qui est relativement visqueux, etc., quelque part, si vous n'avez pas derrière des formes de contraintes, et c'est bien ça la force des fonds de pension, des formes de contraintes, eh ben, vous ne pouvez pas asseoir une allocation stratégique de qualité. Et en France, effectivement, l'épargne vie, les clauses de rachat sont quand même assez importantes. L'épargne vie n'a pas été designée pour servir à la retraite, elle a été faite pour servir à beaucoup de choses, dont la retraite, donc elle n'est pas un produit spécifiquement retraite, elle essaie de se transformer en cela. Et évidemment, ça la fragilise dans son allocation d'actifs. Si on veut sortir de ça, si on veut effectivement faire en sorte que les ménages français soient plus riches financièrement, qu'on ait plus de capitaux longs, on est obligé de réfléchir à d'autres investisseurs, et ces autres investisseurs doivent s'appuyer sur une législation qui soit plus contraignante que celle qu'on a actuellement. C'est un point que je rajouterai aussi, c'est que la France, non seulement les ménages français ont beaucoup de patrimoine immobilier, donc ça veut dire que le patrimoine immobilier est bien valorisé en France, parce qu'il y a la valeur des terrains et la valeur de la construction. Mais il y a on peut toujours peut-être penser qu'on est un pays où les gens aiment bien la propriété, mais il peut y avoir des aspects aussi de valorisation sur ce type de marché, notamment des terrains, où les gens utilisent ça davantage comme une réserve de valeur que comme un moyen d'investissement. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut réfléchir. Mais ensuite, on constate quoi? On constate que l'épargne financière, le patrimoine financier des ménages, même s'il est, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, à 200% du PIB, 300%, 200% du PIB, c'est quelque chose qui, par rapport à d'autres économies, est relativement faible. On n'est pas là non plus dans le peloton de tête. Donc on doit faire en sorte que l'on ait plus d'épargne financière disponible, et que dans cette épargne, il y ait plus d'épargne de long terme. Voilà. Bon, j'arrêterai peut-être là. Je sais pas, bon,
il y a d'autres choses qui ont été évoquées. Peut-être que tu peux arrêter comme ça, on peut prendre quelques questions et tu auras le temps de répondre après. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout au fond. Oui, bonjour. Yann Tempuro, direction des fonds d'épargne. J'avais une petite question relative à votre présentation. Vous avez présenté les résultats sur long terme sur les actions américaines. Est-ce que vous avez reproduit le même genre de travail sur l'économie japonaise? Parce que peut-être que là, ça nous amènerait à poser un point d'interrogation de plus, même si ça ne va pas dans le sens des actions. C'était la première partie de ma question. Et la deuxième partie de ma question, beaucoup plus générale, est-ce qu'il est raisonnable qu'une génération épargne pour acheter des titres d'État, hein? C'est-à-dire que est-ce qu'une génération doit s'endetter à 3% aujourd'hui pour placer à 3%? C'est valable si on est dans le cadre du fonds de réserve et l'État s'endette à 3% et puis utilise ça en tant que levier dans le cadre d'un fonds de réserve pour les retraites ou dans le cadre d'une réorientation de l'épargne comme dans le livret A. Voilà, cette réorientation de l'épargne sur le financement obligataire, moi, me paraît ne pas être forcément porteuse. Voilà. Oui. Ce que propose Jérôme, moi j'ai l'impression qu'avec le système à points, quand même, ça rejoint beaucoup la Suède, qui est plus en compte notionnel. Et les partisans des comptes notionnels disent que c'est plus rigide, donc on voit mieux lorsqu'il y a un défaut de taux de remplacement pour les retraites, s'il faut travailler plus, augmenter le taux de cotisation, augmenter la solidarité. Les points, c'est un peu flou. Mais en fait, tout le système qu'il propose est assez du côté suédois. Alors ma deuxième question, c'est plus du côté la droite, les ménages, hein, vraiment du côté des ménages, y compris des ménages qui n'y comprennent pas grand-chose comme moi. Le droit à la retraite est devenu risqué, donc c'est une révolution complète par rapport au contrat salarial et social. Les taux de remplacement vont baisser. Si on le dit vraiment aux ménages, ils vont commencer à s'affoler. Là, il va se passer des choses. Il faut leur dire très vite que c'est plus une assurance comme avant. Et ça va poser des problèmes de transition parce que les jeunes vont pouvoir s'en sortir. Donc je pense que les taux de remplacement allant baisser, il faut quand même passer par une euthanasie des rentiers de l'État-providence auquel je me dirige. C'est-à-dire que la phase de transition est importante et que pour que ça passe bien, il faut générer quand même un peu d'inflation avec des pensions qui ne s'ajustent pas. On ne s'en sortira pas. Ou alors on joue plus sur la contrainte, les gens doivent travailler plus longtemps, etc. Mais autrement, je pense que dans la transition, c'est ce qui permettrait à l'État-providence de survivre. Et si on est sur cette ligne de pensée, il faut une euthanasie des rentiers de l'État-providence dans lequel je vais bientôt rentrer. Moi, je vote pour l'euthanasie des rentiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Luc. Ah ben Luc est arrivé. Je me suis réveillé, oui. Jérôme, oui, sur le rapport sur le goût des Français, des ménages français, des épargnants français, le goût qu'ils auraient pour l'immobilier. Il faut quand même relativiser un peu les choses, parce que si tu regardes le taux de résidence principale, donc sur les 20 dernières années, il a pas énormément bougé, quoi. Il fait autour de 50-55%, ce qui veut dire quoi? Pourquoi le rapport s'inverse? C'est parce que simplement, tu expliques la hausse des patrimoines donc, sur les 10 dernières années. Pour les 2/3, c'est uniquement la bulle immobilière. Donc dire que les Français ont vraiment un goût modéré pour les liquidités, etc., il faut quand même relativiser les choses, sachant que le patrimoine financier, il a augmenté. Hein, donc il y a ça. Alors ce qui concerne l'éducation financière, effectivement, je suis sûr que si je posais les questions dans la salle pour juger de l'éducation financière des gens, je pense qu'il y en aurait au moins 1 sur 2 qui répondrait mal aux questions, parce que c'est des questions un peu simpliste, mais c'est un peu des pièges, c'est une sorte de calcul un peu bizarre. Bon, et puis si les Irlandais savent mieux calculer que nous, oui, c'est vrai que quand on voit l'état de l'économie irlandaise, c'est pas forcément un succès. Et puis on a eu l'éducation sexuelle, on a maintenant l'éducation financière. Bon, on peut aller aussi plus loin. Ma voiture, moi, elle est chez le garagiste. Je suis sûr que je vais me faire avoir. On peut aussi faire d'éducation mécanique. Voilà. Bon, on va peut-être laisser Florence Legros répondre sur la partie données japonaises et puis ensuite Jérôme. Alors sur les données japonaises, en fait, pour tout vous dire, d'abord, en fait, il se trouve qu'on est remonté jusqu'en 1875, et quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'originalité du truc, c'est que c'est dividende réinvesti, contrairement à ce qu'on voit généralement. Et donc, je ne sais pas quel était l'état de la bourse de Tokyo en 1875. Voilà. Ceci étant, Hélène Xuan se tient à votre disposition pour vous faire un prix pour une étude sur la bourse de Tokyo depuis 1875.
On s'arrangera. Donc voilà. Alors sur juste une question qui n'était pas vraiment, qui m'était pas vraiment posée, mais qui est une remarque d'André, je trouve sur la dilution des messages. Et ça c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. En fait, le problème du système de retraite, c'est que c'est quand même très lié à la politique. Je mets personne en cause, mais pendant toutes les campagnes électorales, on entend « nous avons sauvé le système par répartition ». Et donc, on comprend bien pourquoi. Sauf que, évidemment, c'est pas vrai. Et alors, ce qu'on observe d'ailleurs, enfin, il y avait dans la thèse d'Antoine Boziot, en fait, il montre très bien d'ailleurs que, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réforme et que le taux de remplacement baisse, en fait, le taux d'épargne baisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on explique tellement aux gens qu'on a sauvé le système de retraite, qu'ils y croient, enfin voilà, ils sont assez naïfs, voilà, pour le coup, et il faut aussi de l'éducation à la retraite et à la politique, et donc... Et du coup, en fait, on voit ça. Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème de dilution des messages. Et pour le coup, effectivement, mais ça vient du statut du régime de retraite, quoi. Enfin, c'est voilà, c'est qu'il y a un discours politique qui fait que les ménages sont un peu désorientés. Et alors c'est amusant parce qu'on voit donc dans l'étude de Boziot, et on peut la prolonger, on voit le taux d'épargne qui baisse chaque fois qu'il y a une grosse réforme du régime de retraite pendant l'année d'après. Donc moralité, pour relancer la consommation, il suffit d'une réforme par an. Et donc, alors juste, puis après, ça c'était aussi une remarque sur sur la préférence immobilière des Français. Juste pour en revenir au fonds Riester, je voudrais quand même dire un truc, c'est que quand ça a été introduit, en fait, ça n'a pas du tout marché, les fonds Riester. Ça a marché le jour où on a autorisé l'immobilier dans le fonds. Et donc, du coup, ça montre bien que la préférence pour l'immobilier qu'il faut effectivement tempérer, en fait, elle n'est pas uniquement franco-française. C'est qu'il y a un truc naturel. Et donc, Riester, ça marche depuis qu'il y a de l'immobilier dedans. Voilà. Et, pardon d'avoir abusé, je passe la parole. Je vais dire... alors, sur la question de Luc à propos de la bulle immobilière, l'idée un peu générale, c'est effectivement de faire remarquer que la bulle immobilière ne tombe pas non plus totalement du ciel et que quand on a un marché d'actifs dans lequel on a une demande et on a une offre qui ne suit pas ou qui peut être une pure rente lorsqu'il s'agit de terrain, et donc on voit aussi pourquoi effectivement les prix peuvent augmenter. Cette bulle n'est pas complètement là par hasard, enfin, elle est aussi endogène au système. Donc elle est bien présente dans ces effets dans les effets dont j'ai parlé sur la composition du patrimoine des ménages. Juste passage. Sur la question de André sur l'euthanasie des rentiers, etc. Je pense que c'est important de comprendre que effectivement les mécanismes de répartition tels qu'on les a mis en place, on les a mis en place dans un contexte historique particulier. Aux États-Unis et en France, qui était un contexte de croissance, qui était un contexte aussi de générations qui ont été heurtées et par la guerre, par une crise économique très profonde. Et donc, quelque part, il y avait aussi une forme de justice intergénérationnelle, et c'en est une parfaite illustration, à mettre en place un système de ce type à ce moment-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les circonstances macroéconomiques de long terme ne sont plus les mêmes, et on a ce phénomène de vieillissement qui est présent. Donc, je ne crois pas que le système de protection sociale, ce système de partage intergénérationnel des risques, il doit s'adapter aux risques, aux épisodes historiques tels qu'on les voit. Et aujourd'hui, l'épisode historique est très différent. Et ça plaide en faveur d'une rediscussion de ces aspects-là et peut-être d'un certain rééquilibrage à l'intérieur de ce système. Il ne s'agit pas de dire j'aime beaucoup la capitalisation, j'ai parlé d'une dose de capitalisation, je n'ai pas parlé de faire un système de capitalisation, il s'agit d'instiller de la capitalisation dans une dose substantielle, peut-être à 10 ou 20% du remplacement. C'est de ça dont on parle, hein. C'est pas faire de la capitalisation totale. Donc on doit aussi tenir compte de ça, et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, la bulle de la répartition a tendance un peu à exploser. Il faut aussi en tenir compte et voir qu'elle peut aussi expliquer des phénomènes sur la bulle immobilière, sur notre incapacité à mobiliser des capitaux longs, sur des difficultés qui ne sont pas simplement présentes en France, mais aussi ailleurs. Sur la question du financement obligataire contre action, l'idée, ce n'est pas de faire des fonds de pension qui vont acheter des titres publics ou n'acheter que des titres publics. Il est évident que des fonds de pension ont besoin de financement, d'obligations dans leur portefeuille, à hauteur de 60%. Peut-être que c'est encore mieux si ces obligations peuvent être des obligations indexées. Donc on voit bien que quand on parle d'innovation financière, il y a des choses à faire certainement là, mais il y a une partie aussi qui est destinée à du financement en fonds propres, et ce dont on a besoin, c'est bien du financement en fonds propres, ou du financement qui est du financement mi-obligataire, mi-fonds propres, pour financer des infrastructures, dans des partenariats publics-privés, etc. Donc c'est pas tout mettre sur les obligations, évidemment, c'est pas du tout le thème que je voulais mettre en avant. Voilà.
Il me semble que je regarderai les autres aspects sur notamment l'immobilier dans les fonds Riester. Merci. Et un déjeuner qui nous attend. Et on reprend à 14h.